Bonjour, second cours consacré aux méthodes numériques et aujourd'hui nous allons traiter du cadre d'approximation d'intégrale, d'approximation numérique d'intégrale. Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, on va revenir sur ce qu'est une intégrale. Alors, on va faire une définition qui n'en est pas vraiment une, mais qui utilise ce que vous connaissez déjà sur les intégrales, intuitivement. Une définition un peu intuitive, qui est que quand vous considérez une fonction, l'intégrale de cette fonction sur un domaine AB, eh bien, c'est l'aire algébrique de cette fonction, disons qui existe entre l'axe des abscisses et la courbe représentative y égale f de x. Donc, on le voit bien sur le dessin. Vous avez la courbe qui est en bleu et vous avez également trois zones qui se dessinent. La première de A jusqu'à une certaine abscisse qui est en rouge et qui est en dessous de l'axe des abscisses. Elle sera donc considérée comme une aire négative. Ensuite, vous avez la zone 2, là, qui est verte, qui est une aire au-dessus de l'axe des abscisses. Et enfin, l'aire 3 qui est en dessous. Et donc l'intégrale sera une aire algébrique au sens où vous allez, lorsque vous allez calculer l'intégrale, vous allez calculer l'aire 2 moins l'aire 1 moins l'aire 3. Les aires 1 et 3 étant prises avec un signe négatif. Donc voilà pour ce qu'est intuitivement cette notion d'intégrale. Alors ça c'est bien beau, mais comment fait-on plus généralement, lorsque vous avez une fonction f quelconque, comment fait-on pour calculer une intégrale? Alors, bon, on va ici se placer dans un cadre qui élimine les possibles soucis. On va dire que f est continu par morceau sur AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur AB, sur l'intervalle AB, il n'y a qu'un nombre de points fini ou dénombrable où la fonction f n'est pas continue. Donc elle peut avoir quelques sauts, mais pas remplir tout un intervalle de sauts, par exemple. Donc ça donne quand même un cadre suffisamment large pour bien travailler. Et donc, revenons à quelque chose d'assez classique. Pour calculer une intégrale, on vous a appris que le mieux, c'est d'avoir une primitive de la fonction. Alors, d'ailleurs, on peut montrer que si vous avez une fonction f qui dérivée donne la fonction petit f, donc ça c'est typiquement une primitive. Une nouvelle fois, on parle d'une primitive puisque vous pouvez rajouter n'importe quelle constante à cette fonction f et vous retombez sur la même dérivée petit f. Donc il y a une infinité de primitives. Donc vous en choisissez une. Et grand I, l'intégrale de A à B de f de t dt, ce sera le crochet entre A et B de f de x de f de x. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce crochet? C'est f de B moins f de A. Je ne l'ai pas marqué parce que c'est pour vous quelque chose de maintenant bien acquis. C'est grand f de B moins grand f de A. Deuxième méthode qui permet de calculer une intégrale. Alors, j'ai utilisé cette abréviation que vous aimez bien et qu'on va adopter également, IPP, c'est-à-dire une intégration par partie. C'est aussi une méthode qui permet de calculer explicitement une intégrale. Et comment ça marche? On va supposer que la fonction petit f, elle se décompose en deux parties, en produit de deux fonctions. Vous avez une fonction petit u' fois une fonction petit v. Alors l'idée d'utiliser un u', c'est donc d'avoir une fonction qui est déjà dérivée, donc on a en tête qu'on pourrait connaître petit u. Et si justement on connaît petit u, eh bien l'intégrale va pouvoir être réécrite sous la forme du crochet entre a et b de u de x et de v de x. Donc vous voyez, vous prenez la primitive d'une des deux fonctions, finalement c'est ça qu'on fait, on prend une primitive d'une des deux, et puis après, on conserve cette primitive et on la multiplie par la dérivée de l'autre. Ça permet de jouer un peu sur les dérivations et
les intégrations et souvent ça nous assure de pouvoir calculer les intégrales. Par exemple, si jamais vous aviez à trouver une intégrale de x exponentielle de x, entre 0 et 1 par exemple, x exponentielle de x tel quel, c'est pas si évident de trouver une primitive, il y en a, mais vous auriez peut-être du mal à la trouver comme ça, eh bien vous utiliseriez une intégration par partie parce que x exponentielle de x, c'est un produit avec un x qui se dérive et qui donnera 1, et puis exponentielle de x qu'on sait intégrer, qu'on sait primitiver, on utilisera ce langage, et qui vaut e de x. Et donc on utilisera et on aura un crochet dans lequel interviendra x e de x, et puis dans l'intégrale qui suivra, vous n'aurez plus que e de x puisque la dérivée de x était 1. Troisième méthode qui est peut-être un peu moins connue mais qui donne aussi des résultats de calcul explicite d'intégrale, c'est le cas du changement de variable. Donc on va supposer que x, vous pouvez la réécrire. Alors, il y a deux manières de poser le changement de variable. J'ai choisi celui-ci, on pourrait très bien faire l'inverse, imposer la nouvelle variable, petit t, en fonction de x. Ce qui signifie d'ailleurs que, par rapport à mon écriture, moi j'ai écrit que x égale phi de t. Vous avez une nouvelle variable x égale phi de t. Vous verrez un exemple juste après pour que ce soit plus clair. Et si jamais vous aviez une fonction de x que vous vouliez utiliser dans votre changement de variable, eh bien ce serait d'utiliser un phi-1, parce que vous avez t qui est égal à phi-1 de x. Or, quand on fait un changement de variable, on s'assure que la fonction phi est bijective. Alors le terme scientifique, c'est le terme mathématique, c'est de dire que phi est un C1 difféomorphisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi est une bijection. Alors, il faut mettre une zone dans laquelle vous travaillez, une zone aussi d'arrivée, mais ça va être une bijection de cette zone dans sa zone d'arrivée, ça va être C1 sur cette zone, mais pas seulement, on aura aussi le fait que la fonction réciproque de phi sera aussi une fonction de classe C1 sur, finalement, là, quand on prend phi-1, on part de l'ensemble d'arrivée, on arrive dans l'ensemble de départ. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, qu'on a bien posé ça, en général, on se réfléchit pas trop parce que c'est assez naturel. Il peut y avoir des cas où il faut se méfier. Le changement de variable, il faut qu'il reste bijectif. Eh bien, quand vous aviez votre intégrale de a à b de f de x dx, vous allez remplacer x par phi de t. Alors, ça va, dans le f de x, ça devient f de phi de t. Mais vous savez que le dx, il faut le changer parce vous allez maintenant le transformer en un d de phi de t, c'est-à-dire une dérivée de phi de t, c'est-à-dire un phi prime de t dt. Et puis les bornes, il faut faire attention parce que quand vous aviez x qui valait a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t est égal à phi-1 de a. Je rappelle que vous avez un C1 difféomorphisme, donc vous pouvez prendre l'application réciproque, c'est bijectif. Et puis, lorsque vous aviez b, vous avez maintenant un phi-1 de b. Donc voilà cette formule que, intuitivement, après plein d'essais, plusieurs exercices, vous allez naturellement intégrer. Je vous fais juste un exemple rapide parce que il peut donner un moyen de calculer pi. Alors, bêtement, on considère l'intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 moins x2 dx. Tel quel, on est un peu bloqué parce qu'on ne connaît pas comme ça une primitive de racine de 1 moins x2. Si jamais, vous voyez, c'est 1 puissance 1,5, donc si jamais vous disiez que c'était 1 moins x2 puissance 3,5, il y aurait un problème parce qu'il y aurait un x à mettre devant, parce que ça va pas. La dérivée de 1 moins x2 puissance 3,5, ça ferait 3 demi fois 2x, la dérivée de x2, enfin moins 2x, fois 1 moins x2 puissance 1,5. Donc, pas de primitive comme ça, immédiate. Donc, une idée, c'est d'utiliser un changement de coordonnées trigonométrique, parce que si vous posez x égale sinus t, on aurait pu faire avec cosinus t également. Si vous posez x égale sinus t, eh bien, vous faites apparaître racine de 1 moins sinus carré t. Et puis, quand vous dérivez, donc la fonction phi c'est sinus t, phi de t c'est sinus t,
Quand vous dérivez sinus t, vous obtenez cosinus t. Et maintenant, les bandes, vous les avez changées parce que lorsque vous aviez un x qui valait 0, bah, c'était que le t valait 0. Et lorsque vous aviez un x qui valait 1, comme x égale sinus t, ça voulait dire que t est égal à pi sur 2. Donc là, il faut quand même un petit peu connaître les différentes valeurs prises par les fonctions trigonométriques. Ce qui fait que on est dans cette intégrale-ci et on va avoir un cosinus t, puisque racine de 1 moins sinus carré t, c'est cosinus t, et on n'a pas de problème de signe. Hein. Vous savez, parfois, on sait que 1 moins sinus carré t, c'est cosinus carré t, et si vous prenez la racine, en fait, ça devrait être valeur absolue de cosinus t, mais sur cette zone, entre 0 et pi sur 2, cosinus a le bon goût d'être positive. Donc on va juste laisser cosinus t, ce qui fait qu'au final, mon intégrale s'écrit comme l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus carré t dt. Alors notre travail n'est pas terminé, parce que cosinus carré t, ça s'intègre pas comme ça. Vous avez déjà fait des exercices qui permettent d'intégrer une telle fonction. On dit qu'on va linéariser cosinus carré t. Hein. Donc ça, c'est des formules de trigonométrie que vous pouvez connaître. Ou alors, vous avez dû voir qu'on peut les retrouver à partir des formules de l'air, en passant aux exponentielles complexes. Toujours est-il que cosinus carré t, ça vaut 1/2 fois 1 plus cosinus de t. Bon, on vérifie, hein, si vous prenez t égale 0, cosinus de t fait 1, donc ça fait 1 plus 1 sur 2, ça fait 1. Bon. Et donc cosinus carré t, c'est bien égal à 1. Et ensuite, si vous prenez t égale par exemple pi sur 2, cosinus de t, ça fait cosinus pi, qui fait moins 1. 1 plus moins 1, ça fait 0. Et donc vous tombez sur cosinus t égale 0. Cosinus pi sur 2, effectivement, est égal à 0. Bien, alors c'est une petite vérification de cette formule. Si vous l'utilisez dans l'intégrale, vous remplacez donc le cosinus carré t par 1/2 fois 1 plus cosinus de t. Vous avez donc une somme de deux fonctions que vous pouvez chacune d'elles primitiver. Hein. Donc il y aura le 1/2 qu'on garde en facteur. Et puis dans le crochet, vous intégrez t. Enfin, vous intégrez 1, donc vous avez t. Et vous intégrez également cosinus de t. Et une primitive de cosinus de t, c'est 1/2 de sinus de t, puisque quand vous dérivez 1/2 de sinus de t, vous faites bien apparaître cosinus de t. Donc vous calculez ceci entre 0 et pi sur 2. Alors, en pi sur 2, le t, lui, il vaut pi sur 2, hein, mais le sinus de t, c'est sinus pi, et donc ça devient 0. Donc en pi sur 2, il n'y a que le pi sur 2 qui reste, et en 0, les deux s'annulent, ce qui fait que votre intégrale vaut pi sur 4. Donc voilà une utilisation du changement de variable. Bon, alors ça, c'est quand l'intégrale a le bon goût de pouvoir être calculée de manière explicite. Mais elle n'a pas toujours ce bon goût. Alors je vous donne un exemple simple que vous avez pu rencontrer dans le cours de statistique. Vous êtes avec une variable gaussienne, centrée réduite, n qui suit une loi n01, donc on suppose que z suit cette loi-là, et vous voulez calculer la probabilité qu'une telle variable soit comprise entre moins 1 et 2. Bon, ça c'est le genre de problème qui peuvent arriver dans des exercices, avec des changements de variables. Vous savez que vous pouvez toujours revenir à une loi normale 0,1, quand vous aviez une loi normale, il suffit de recentrer, renormaliser, et donc c'est le genre de calcul qu'il a dû vous arriver de faire, notamment aussi en première année, en proba. Alors, si on utilise la formule de la densité pour calculer cette probabilité, on a à calculer une intégrale entre moins 1 et 2 de la densité. Or, la densité, c'est exponentielle de moins x2 sur 2 sur racine de 2pi. On peut sortir le racine de 2pi devant, c'est 1 sur racine de 2pi cette intégrale. Et on pourrait se demander ce que ça vaut. Bon, vous pouvez essayer. Toutes les techniques que nous venons de voir, aucune de ces techniques ne permettent de calculer cette intégrale. Pourquoi ? Parce qu'une primitive, on n'en connaît pas.
pouvez faire des essais, vous n'allez pas en trouver, puis vous pourriez passer votre vie. Il n'y a pas de primitive au sens d'une autre fonction connue, explicite. Non. D'ailleurs, on a créé une fonction qui s'appelle erreur et qui est justement définie comme la primitive de ça. Hein. Ensuite, vous faites une intégration par partie. Bah là, qu'est-ce que vous pourriez imaginer? Vous pourriez mettre dire que il y a un 1 devant, et puis vous primitivez le 1 et vous dérivez le moins x2, mais vous allez retomber sur vos pieds. En fait, ça va pas marcher. Hein, vous pouvez tenter là aussi, ça ne marchera pas. Un changement de variable, par exemple, on pourrait se dire on va prendre y égale x2 sur 2. Mince, ça va faire apparaître des racines après, et une racine avec un exponentiel, ça va pas bien. Donc, ça passe pas. Aucune des techniques, et en fait, il n'y a pas de forme explicite de calcul de cette intégrale, et donc du calcul de cette proba. On ne peut pas. Et en fait, ça se retrouve plus généralement en statistique, mais d'ailleurs bien ailleurs. Hein. Là, je prends cet exemple parce qu'il est concret, vous avez pu le voir au premier semestre. Mais si jamais on voulait calculer la fonction de répartition de cette même variable gaussienne centrée réduite, c'est une intégrale de moins l'infini à x alors là j'utilise x deux fois, c'est pas très bien vu, il vaudrait mieux mettre t à l'intérieur, hein, exponentielle de moins t2 sur 2, racine de 2pi dt. Donc ça, à calculer, c'est pareil, on n'y arrive pas, et pourtant, cette fonction de répartition, elle est importante pour des calculs de proba tels qu'on vient de les voir, mais elle est surtout importante pour les intervalles de confiance, pour toute la partie statistique. Hein, vous avez sans doute vu apparaître ces valeurs, ces quantiles dits à 97,5 et à 95 ou à 0,05 de la loi gaussienne centrée réduite. Et en fait, ça correspond au fait que la fonction de répartition en 1,96 est à peu près égale à 0,975 et en moins 1,645 est à peu près égale à 0,05. Et d'ailleurs, vous avez peut-être eu entre vos mains une table avec toutes les valeurs de finalement la fonction de répartition ou de l'inverse, hein, du quantile, qui est finalement quand vous fixez une valeur entre 0 et 1, trouvez la valeur petit m telle que fz de petit m soit égale à cette probabilité entre 0 et 1. Alors vous pouvez vous dire, ça c'est quand même une intégrale généralisée, on commence à moins l'infini, c'est pas tout à fait une intégrale entre deux bornes, une intégrale propre, hein, c'est une intégrale impropre. En fait, pas vraiment, parce que on sait que jusqu'à 0, de moins l'infini à 0, l'intégrale, elle vaut 1,5. Donc finalement, si vous allez de moins l'infini à 0, après vous n'avez plus qu'à rajouter la partie de 0 à x. Bon. Et ça, on peut le réécrire. En fait, vous allez avoir un demi plus ou moins, suivant le signe de x, hein, plus une intégrale de 0 à x de moins x2, d'ailleurs t, une nouvelle fois, de moins t2 sur 2 dt sur racine de 2pi. Et puis lorsque x est négatif, vous allez retirer finalement cette intégrale. Hein. C'est une autre manière de l'écrire. Donc vous voyez qu'en fait, vous retombez sur un cas où vous allez devoir calculer une intégrale propre entre a et b. Et en fait, on ne pourra pas le faire explicitement. Donc on va se contenter d'un calcul approché. Et c'est tout le but de ce cours. Comment calculer de manière approchée une telle intégrale. Et en particulier notre probabilité qui va nous servir d'illustration pour tout ce cours. Bon, on n'est pas totalement démuni quand même quand on a fait un cours sur les intégrales, parce que une des conséquences de la définition, alors là il faudrait revenir à ce qu'est une fonction Riemann intégrable, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus général quand même que d'être continu par morceaux, mais très près de ça. Eh bien, à la suite de cette notion de fonction Riemann intégrable, vous savez que vous encadrez f par deux fonctions en escalier là, hein, comme ça là, et tel que l'écart entre ces escaliers est de plus en plus petit. Bon, mais finalement, suit une forme dite de la somme de Riemann, et donc vous allez avoir le fait que cette intégrale, lorsque la fonction f est continue par morceau, eh bien, ça va être une limite, lorsque n tend vers l'infini, de, vous prenez finalement f en certains points, hein, vous avez une subdivision de l'intervalle AB, alors cette subdivision, elle est tous les b-a sur n,
Et vous allez avoir n qui tend vers l'infini, donc elle va être de plus en plus fine, cette subdivision. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir plein d'exemples après sur ces histoires de subdivision. Et voilà, vous sommez comme ça, et la limite, eh bien, c'est l'intégrale entre a et b de f de t dt. D'accord, la notion de somme de Riemann. Bon, nous avons sous les yeux un premier moyen d'approcher l'intégrale, d'utiliser une somme de Riemann. Et on va exploiter ça, et on va l'exploiter à partir d'un premier graphique, et renommer d'ailleurs ce qu'on vient de faire en ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Donc reprenons, nous avons notre intégrale à calculer qui était une proba qu'une variable gaussienne soit comprise entre moins 1 et 2, donc écrit sous forme analytique, ça revient à calculer une intégrale entre moins 1 et 2 de exponentielle de moins x2 sur 2 dx, et puis vous divisez par racine de 2pi. Bon, donc vous voulez finalement approcher ceci. Alors, vous avez un dessin ici, en rouge, c'est la courbe représentative de exponentielle de moins x2 sur 2 sur racine de pi, c'est-à-dire la densité, le petit f. Une nouvelle fois, là, c'est une intégrale finalement entre moins 1 et 2 de f, z, de petit x. Donc, vous avez en rouge le tracé de cette densité. Et vous allez découper l'intervalle moins 1, 2 en 6 subdivisions. Là, c'est un choix arbitraire, évidemment. Donc, c'est bon. Dans ma formule de la somme de Riemann précédente, j'ai choisi ici de prendre n égale 6. Donc, je découpe en 6. Bon. Et donc, découpant en 6, vous allez entre moins 1 et 2, ça me permet d'aller de moins 1 à moins 0,5, et puis de moins 0,5 à 0, de 0 à 0,5, etc., jusqu'à 2. Ça fait une subdivision assez sympathique, tous les demi. La méthode de la somme de Riemann, qu'est-ce qu'elle revient à faire? Elle revient à prendre des rectangles. Et des rectangles, on voit la largeur de ces rectangles, voilà, cette largeur-là, vous allez de moins 1 à 2, et vous divisez en n. Bon, plus généralement, vous allez aller de a à b, et vous divisez en n. Donc la largeur, c'est b moins a sur n. Votre rectangle, il a une largeur de b moins a sur n. Et la hauteur, c'est, ici ça a été choisi comme ça, c'est la fonction en chacun des points de la subdivision. Ici c'est en moins 1, après en moins 0,5, donc vous prenez la fonction. Donc vous allez dire qu'entre ce point-là et ce point-là, l'aire qui est dessiné, eh bien elle est approchée par l'aire de ce rectangle. Alors sur ce dessin, comme la subdivision est assez grossière, ça n'a pas l'air terrible. On voit bien que l'aire du rectangle, sur cette première subdivision, l'aire du rectangle est beaucoup plus petite que l'aire délimitée par la courbe et l'axe des abscisses entre moins 1 et moins 0,5. Vous avez toute cette zone-là qui manque. Bon, dans la deuxième aire, c'est pareil, il en manque un peu, c'est un peu moins mauvais. La troisième, là aussi, et là cette fois-ci, il y en a un peu plus dans le rectangle que sous la courbe, dans cette quatrième subdivision pareillement, etc. Donc, on commet à chaque fois une erreur. Et puis, bon, finalement, on pourrait se dire, on va approcher l'aire entre moins 1 et 2, donc là, on a une fonction positive, mais elle serait négative, ça ne changerait rien à l'affaire. Là, on va approcher l'aire par, finalement, la somme des aires de ces rectangles. Voilà, donc c'est assez naturel, c'est pour ça que ça s'appelle la méthode des rectangles. Et si vous sommez les aires de ces rectangles, ça se calcule, quand on connaît la fonction petit f, ici c'est exponentielle de moins x2 sur 2 sur racine de 2pi, on peut calculer facilement l'aire de chacun des rectangles, puisque on connaît sa largeur, c'est b moins a sur n, et on connaît sa hauteur, c'est la fonction en a plus b moins a sur n plus k fois k, k étant le numéro de la subdivision.
ici, si on somme les aires de chacun des rectangles, on tombe sur 0,858. On a envie de faire quelque chose de plus fin. Donc, divisons maintenant en 12 rectangles. Ce dont on s'aperçoit, donc vous avez 2 fois plus de rectangles. La subdivision est plus fine. Et finalement, vous voyez que, par exemple, ici, la fonction ayant peu bougé entre 0 et 0,25, l'approcher par un rectangle, ça devient assez bon. Et finalement, on peut voir qu'en ayant augmenté le nombre de petits rectangles, on s'est quand même un peu plus globalement rapproché de la courbe rouge. L'aire ici, qui est constituée par la somme des aires des rectangles, elle est plus proche que précédemment de l'aire de la courbe. Et quand vous calculez la somme des aires des rectangles, vous obtenez 0,840. On a un petit peu descendu. On peut faire mieux. 24 rectangles, disons, on a une subdivision 2 fois plus fine, 4 fois plus que l'initiale. Et là, l'aire devient de plus en plus proche. La somme des aires des rectangles est de plus en plus proche de la vraie aire délimitée par la courbe. Et si vous en faites 100, par exemple, vous obtenez quelque chose qui devient à l'œil nu déjà beaucoup plus difficile à discerner. La somme des aires est vraiment devenue très proche de la somme cherchée, de l'aire cherchée, c'est-à-dire de l'aire de la fonction f entre moins 1 et 2. Et dans ce dernier cas, quand vous avez calculé cette fonction, on l'a appelée S0, vous l'avez calculée pour 100 subdivisions, on trouve 0,821. Donc vous avez découpé ici en 100 rectangles. Bon. On a envie d'un résultat un petit peu plus théorique pour comprendre ce que l'on fait et pour mesurer notre erreur. Eh bien ça, c'est donné par ce résultat général. C'est que si votre fonction f est de classe C1 sur AB, alors attention, c'est demander plus que d'être continue par morceaux là. On veut qu'elle soit dérivable, la fonction, de dérivée continue sur AB. Donc on ne veut pas qu'elle saute, ça c'est clair, et puis même mieux, on veut qu'elle ait des dérivées partout et que ces dérivées en plus soient continues. Eh bien, l'écart, c'est ce qui est notifié ici, l'écart entre votre intégrale et puis la somme de Riemann, qui correspond en fait à la somme des aires des rectangles, eh bien on peut la majorer. Donc vous majorez l'erreur commise, et c'est 1 sur 2n, b moins a carré, fois m1, où m1 c'est le sub de la dérivée entre a et b. Alors je vous rappelle qu'ici on calcule une intégrale en connaissant la fonction f. La seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est de trouver une primitive, ou de faire de l'IPP, ou en tout cas, la fonction f elle est connue, et la dérivée, par contre, on va le voir, la dérivée, c'est plus facile que de trouver une primitive. On a des règles qui nous permettent de dériver toutes les fonctions qu'on connaît bien. Bon, donc c'est un résultat intéressant, parce qu'on a la précision de la méthode. Et on voit bien, et c'est ça qui est quand même aussi intéressant, que lorsque n tend vers l'infini, la borne supérieure, 1 sur 2n, là, fois b moins a carré moins m1, elle tend vers 0. Donc on voit bien que on approche de plus en plus l'intégrale quand on augmente n. Et ça va être même mieux. On va pouvoir, sachant une précision demandée pour le calcul de l'intégrale, on va pouvoir retrouver quelle valeur de n nous sera nécessaire de prendre pour avoir une précision suffisante. La démonstration de ce résultat. La démonstration, elle va être de réécrire l'intégrale. L'intégrale, normalement, c'est l'intégrale de a à b. Mais maintenant, on va utiliser la subdivision. Et avec la relation de Schall, finalement, vous pouvez, et ça se verrait peut-être mieux sur mon premier dessin ici, vous pouvez dire que l'intégrale ici de a à b, donc c'est ce qu'il y a sous cette courbe rouge, eh bien ça revient à faire l'intégrale de a jusqu'à première subdivision, qui va être a plus b moins a sur n. Donc vous calculez cette première R dessous,
et puis après vous calculez la deuxième dessous, etc. Et si vous sommez tout ça, bah, vous retombez bien sur la vraie R I, quand vous avez sommé, pour tous les cas. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on découpe comme ça, et maintenant on a envie de dire, donc on a su réécrire grand I à partir d'une somme, et S0 de n, on avait vu que c'était, je remonte un tout petit peu, S0 de n, c'est cette somme de Riemann, donc il y a bien la somme, mais il y avait un B-A sur n qui était présent. Donc il n'y a pas d'intégrale dans cette formule. Mais finalement, si vous intégrez cette fonction qui est constante, c'est une fonction constante, si vous l'intégrez sur chaque zone, sur chaque subdivision, comme la subdivision a pour longueur B-A sur n, vous intégrez une constante. Donc une constante à intégrer sur un domaine, c'est juste la longueur du domaine fois la constante. Donc finalement, la somme que représente S0 de n, vous pouvez l'écrire comme une somme d'intégrales. Ici, prendre une intégrale, en fait c'est stupide, parce que prendre l'intégrale, c'est intégrer une constante, et c'est donc finalement juste prendre l'écart entre les deux bornes. Cet écart entre les deux bornes étant B-A sur n. Donc vous tombez bien sur la bonne formule. Donc réécriture comme cela. Bon, ensuite on utilise un résultat qui est bien connu. Donc ici c'était Schall, et puis ce qui suit c'est l'inégalité triangulaire. Dans une valeur absolue, quand vous avez une somme, la valeur absolue d'une somme c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. C'est ce qui est fait ici, et vous pouvez le faire même à l'intérieur de l'intégrale, parce que vous savez que l'intégrale de la valeur absolue d'une intégrale, c'est plus petit que la valeur absolue, que l'intégrale de la valeur absolue. Ça, c'est un des résultats bien connus sur les intégrales. Bon, alors, l'intérêt, c'est que maintenant, on a fait apparaître à l'intérieur f de t moins f de a plus kb moins a. Alors, on va utiliser maintenant l'inégalité des accroissements finis. Alors comment fait-on cela? Vous avez un f de t moins un f de quelque chose, et vous l'avez en valeur absolue. Donc ça, l'inégalité des accroissements finis, elle nous dit que f de t moins f de t prime, disons, c'est le sup de f de t, f prime de t pris entre t et t prime fois t moins t prime. Donc si j'utilise cette formule à l'intérieur de l'intégrale, vous allez donc avoir M1 qui est le sup. Alors là, on va globalement déjà le prendre sur AB. Donc si c'est le sup sur AB, c'est aussi le sup sur chaque subdivision. Donc c'est le M1 fois T moins A plus KB moins A sur N, parce que ça c'est le T'. Donc c'est T moins T'. Et donc, là finalement, T moins ça, ça va pouvoir, avec un changement de variable, vous voyez, vous faites un changement de variable, vous prenez t' égale t moins ça, comme la borne, c'est le moins ça, là, justement, et ça vous fait juste un t à prendre, et puis ça reste positif. Donc vous allez faire une intégrale de t là-dessus, et cette intégrale, vous avez un t carré sur 2 qui apparaît, d'où le d2 dénominateur, et d'où le carré en haut. Alors, vous allez avoir finalement une somme pour k égale 0 à n-1, de b moins a sur n au carré sur 2. Voilà. Donc il y aura un n carré, mais comme vous sommez n fois la même chose, parce que de k à 0 à n-1, il y a n fois, vous allez avoir n fois 1 sur n2, et donc ça fait bien 1 sur n. D'où le résultat final. Bien, un petit peu complexe, mais pas hors de portée quand même, des résultats assez classiques finalement sur les intégrales. On va l'appliquer. On va l'appliquer à notre exemple. Alors, on va prendre simplement l'exemple de la probabilité de z compris entre moins 1 et 2. La fonction f, elle est connue, c'est la densité gaussienne. Maintenant, on a besoin, pour calculer la précision, de sa dérivée. Bon, on peut calculer même la dérivée, la valeur absolue de la dérivée, et donc vous faites apparaître comme ça valeur absolue de x, e de moins x2 sur 2, racine de 2pi,
un petit calcul va nous permettre de voir que M1, qui est le sup de f' entre moins 1 et 2, c'est à peu près 0,24. Alors d'où ça vient? Vous avez à calculer un maximum d'une fonction f', ça vous savez que vous allez chercher à étudier la fonction f' et en particulier à la dériver si c'est possible. C'est possible ici. Donc f', vous la dérivez, c'est donc f seconde et ça fait x carré moins 1 fois exponentielle de moins x2 sur racine de pi, fonction positive. Donc si vous regardez le signe de f seconde, puisque on veut connaître les variations de f', c'est ça qui va nous donner l'étude des maximaux ou des extrémaux de la fonction f'. Si vous regardez cette fonction, elle peut s'annuler en un seul point, c'est en 1. Et on voit, par exemple pour les x positifs, qu'elle est négative, la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, elle est négative entre 0 et 1, et puis après elle devient positive. Donc ça veut dire que votre fonction f', qui est négative entre 0 et 1, entre 0 et plus infini, puisque normalement c'est un moins x, là il y a une valeur absolue, mais la fonction f', c'est moins x. Eh bien, votre fonction f', elle commence par décroître de 0 à 1. Bon, à 1, on peut la calculer, ça ferait e de moins 1,5 sur racine de 2pi. Et puis, après, elle se met à croître. Elle se met à croître, et en fait, en l'infini, elle tend vers 0. Donc, on s'aperçoit donc que le maximum de f', il est atteint en 1, et quand on prend la valeur absolue, en fait, ça sera le maximum, et donc, la valeur maximale prise, c'est e de moins 1,5 sur racine de 2pi. Si vous donnez une valeur approchée, c'est à peu près 0,24. Ça veut donc dire que l'écart entre i et puis la somme de Riemann, c'est majoré par, on l'a vu, 1 sur 2n, b moins a carré fois m1. B, c'est 2. A, c'est moins 1. Donc b moins a, c'est 3. Donc 3 au carré, 9. Vous faites 9 fois 0,24 et vous divisez par 2. Et bien, ça fait à peu près 1,09. Donc vous avez que l'écart, c'est majoré par 1,09 sur n. C'est pas mal, ça nous permet de mesurer la précision. Donc si jamais vous voulez calculer l'intégrale à 10 moins m près, donc vous voulez que la précision soit plus petite ou égale à 10 moins m, vous inversez l'équation qui est là, vous avez donc, vous voulez donc que 1,09 sur n, ça vaut 10 moins m. Eh bien, si vous avez ça, ça veut dire que n doit valoir à peu près, c'est pas exactement ça, mais c'est presque ça, 10 puissance m. C'est l'ordre de grandeur qui compte. On sait que nous, on aime bien calculer les choses à 10-15, 10-16 près, parce que c'est la limite de résolution. Pour ce faire, il nous faudrait calculer 10 puissance 16 termes. Une somme de 10 puissance 16 termes, c'est beaucoup trop, c'est infaisable. La méthode est trop lente, beaucoup trop lente, pour pouvoir nous permettre de calculer avec une précision idéale, disons, l'intégrale. On aura assez facilement 3, 4, 5, 6 décimales, ça c'est jouable. Après, quand on commence à aller à 10-7, 10-8, on est gêné aux entournures, parce que parce qu'il faut calculer 10 millions, 100 millions de sommes, ça devient beaucoup pour le logiciel. Donc c'est une méthode un peu lente et on peut l'améliorer. Et quelle va être l'idée? Ça va être d'utiliser non pas des rectangles, mais des trapèzes. Alors la formule va être celle-là. Et vous allez comprendre pourquoi cette formule. On a remplacé juste une somme des f de a plus k b moins a sur n par une moyenne. Une moyenne de ça. Et en fait, quand vous multipliez cette moyenne par b moins a sur n, en fait vous avez une aire. Et vous avez l'aire de quoi? Une aire de trapèze. Donc voilà cette méthode des trapèzes. Je reprends ma subdivision en 6, mais au lieu, par exemple en moins 1, de prendre le rectangle, ici, de calculer l'aire du rectangle, eh bien je vais joindre la valeur en moins 1 et celle en moins 0,5. Je
rejoint de manière linéaire. Alors l'intérêt, c'est que j'ai quelque chose qui va être un peu plus près de ma courbe rouge, hein, parce que je fais une sorte d'interpolation linéaire de la courbe rouge. Je prends une droite qui est pas très éloignée d'elle, en tout cas nettement plus que si j'avais pris une constante. Bon, mais quel est l'intérêt de faire ça? C'est aussi que l'aire d'un trapèze, on sait la calculer. Un trapèze, en particulier un trapèze comme celui-ci, eh bien, ça va être quelle aire? Vous allez avoir la longueur de la subdivision, c'est-à-dire toujours B-A sur N, et puis vous pouvez dire que vous allez prendre la hauteur moyenne ici. Et cette hauteur moyenne, eh bien, c'est la valeur en moins 1 plus la valeur en moins 0,5 sur 2. Donc voilà cette aire. Cette aire du trapèze, elle est calculable. Donc vous allez maintenant remplacer la somme des aires des rectangles par une somme d'aires de trapèze. Et c'est ce qu'on appellera la méthode des trapèzes. Si vous faites ça dans le cas présent, avec 6 trapèzes, vous obtenez 0,811 pour l'approximation de ma probabilité. Celle du fait que Z soit comprise entre moins 1 et 2. Si vous augmentez, vous voyez quelque chose déjà, rien que visuellement, vous avez quelque chose de beaucoup plus proche. Vos 12 trapèzes ici semblent vraiment en très belle adéquation avec votre courbe. Bon, il faut voir que la courbe est très régulière, donc elle n'a pas de saut, donc elle se modélise bien par des interpolations linéaires. Ici, avec 12, vous obtenez 0,817. Avec 24, 0,818. On voit déjà qu'on bouge plus beaucoup en augmentant. Et on aurait pu continuer. En fait, la valeur, c'est à peu près 0,819. Donc, on est déjà très très proche avec 24 trapèzes. Bon, on peut justifier l'utilisation des trapèzes et justifier le fait que c'est plus proche que la méthode des rectangles. Comment fait-on ça? On va augmenter un petit peu les hypothèses. On va demander à ce que la fonction f soit de classe C2 sur AB. Donc ça veut dire qu'elle est 2 fois dérivable, que la dérivée seconde est continue sur AB. Et à ce moment-là, l'écart entre l'intégrale et puis la somme des trapèzes, la somme des aires des trapèzes, eh bien cet écart il est majoré par 1 sur 12 n2 fois b moins a cube fois m2, où m2 c'est le sup non pas de f' comme tout à l'heure, mais de f seconde. Donc voilà l'intérêt déjà de cette méthode. Tout à l'heure on divisait par n, là on divise par n2. Donc on voit bien qu'augmentant n, on va avoir une précision qui va être meilleure, parce que 1 sur n2, c'est bien plus petit que 1 sur n. Comment démontre-t-on un tel résultat? Alors c'est pas totalement immédiat. On va refaire comme tout à l'heure le découpage, c'est-à-dire que on va à nouveau dire que par la méthode de Chasles, grand I, c'est une somme d'intégrales. Et puis à nouveau comme tout à l'heure, vous aviez des constantes, et donc on peut reprendre le fait que sur chaque subdivision, ça revient à calculer une intégrale. La partie de somme s'écrit aussi comme une somme d'intégrale, puisque à nouveau la fonction est constante dessus. Bon, donc on a fait comme tout à l'heure, mais maintenant on va utiliser un autre résultat pour avancer. Cet autre résultat, c'est on l'a pris ici entre x1 et x2, on pourra l'adapter après à notre cas présent. Si vous prenez f de t et puis prenez 1 demi de f de x1 plus f de x2 et vous intégrez entre x1 et x2. Bien, si vous faites une double intégration par partie, donc vous allez intégrer, alors ici c'est intégré par rapport à t, après c'est intégré par rapport à x, mais comment est-ce qu'on ferait ceci? Eh bien, ce f de t, vous allez avoir envie de le dériver, vous le dérivez, mais
devant, vous allez pouvoir mettre 1. Hein, et donc une primitive de 1, bah, c'est par exemple x moins x1 ou t moins x1, ça dépend quelle est la variable d'intégration. Hein. Donc on comprend bien qu'après une première intégration par partie, on est un f' et puis un x moins x1. Mais si vous renouvelez l'opération, et après vous pouvez le faire par exemple par rapport à x2, hein, vous allez faire apparaître exactement ce qui est demandé. Donc double intégration par partie nous permettrait de retrouver ça. Il est d'ailleurs plus simple de partir de cette partie-là et de faire l'intégration par partie aussi en primitivant f seconde. Hein. Donc vous allez d'abord avoir f' et puis vous dérivez cette partie-là et deux fois. Donc vous allez en tout cas avoir cette égalité. Si maintenant on l'applique, eh bien on peut faire quelque chose sur le calcul. Alors il manque ici une valeur absolue, elle est passée du mauvais côté, bon c'est pas grave, ici il manque la valeur absolue. Hein. Vous pouvez à nouveau dire que l'intégrale de x1 à x2, bah, finalement c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue, d'écart entre les deux. Comme c'est égal à ça, bah voilà, hein. Donc finalement, f seconde, vous allez prendre sa valeur absolue, et comme il est majoré par m2, bah vous pouvez sortir le m2. Hein. Donc on utilise la formule précédente de manière à faire apparaître comme ça ce m2 devant, qui est un sup a priori sur AB, mais bon, si on prend x1 et x2 dans AB, bah ça marche aussi. Hein. Et si vous calculez juste maintenant l'intégrale sur x1, x2 de ce polynôme ici, hein, qui est x moins x1, x2 moins x, c'est un polynôme positif, hein, puisque x est plus grand que x1 et x est plus petit que x2. Eh bien, c'est un polynôme de degré 2, vous le primitivez et vous tombez sur x2 moins x1 au cube. Bon, un moyen simple, ce serait par exemple de faire un changement de variable ici. Hein. Vous prenez y égale x moins 1, et ça se fait bien. Bon, en tout cas, en intégrant, vous obtenez m2 sur 12. Hein. Bon, on n'est pas surpris, hein. Vous avez un carré, vous allez, en intégrant, vous allez faire apparaître un sur 3 au primitivant, puis en fait, ça sera un sur 12 qui va intervenir. Bon, eh bien, maintenant, vous reprenez votre formule du début. Le x1, c'est cette partie-là. Le x2, bah, c'est la deuxième. Vous appliquez et vous avez à voir x2 moins x1 dans chacun des cas, ça sera un b-a sur n. Donc il va apparaître un b-a au cube sur n cube. Mais comme vous allez sommer n fois des b-a au cube sur n cube, il vous restera plus que un b-a au cube sur n2. Et puis évidemment, la partie m2 sur 12 se met devant. Donc on tombe bien sur le résultat demandé. Bon, appliquons-le à notre exemple. Et si on l'applique à cet exemple, on peut, en dérivant 3 fois maintenant, hein, voir quel est le maximum de la fonction f seconde, puisque c'est ça qui est demandé, de la fonction de la valeur absolue de f seconde. On s'aperçoit que c'est atteint en 0, et donc m2, c'est 1 sur racine de 2pi, et ça vaut à peu près 0,4. Donc si on utilise cette borne, comme on sait que l'écart est majoré par 1 sur 12 n carré b-a au cube m2, vous remplacez b-a comme tout à l'heure, c'est 3, donc vous allez avoir 3 puissance 3, vous divisez par 12, vous multipliez par 0,4, donc ça fait à peu près 0,9 sur n carré. Donc si vous voulez maintenant calculer l'intégrale à 10 moins m près, il vous faudra n qui vaut à peu près 10 puissance m sur 2. Donc par exemple, si vous la voulez à 10 moins 16 près, il faudra calculer 10 puissance 8 termes, c'est-à-dire 100 millions. Ce qui est réalisable, hein. C'est un peu long, mais c'est réalisable. On a donc beaucoup gagné par rapport à la méthode précédente. Ça, quand même, on a quand même demandé, il y a un petit coup, hein. On a demandé à ce que la fonction soit classée 2. Hein. Avant, on pouvait se contenter qu'elle soit dérivable une fois. Maintenant, elle doit être dérivable 2 fois pour avoir cette borne. Mais en fait, on peut encore mieux faire. Parce que, finalement, ce qu'on a fait dans notre méthode des trapèzes, alors je reviens un peu en arrière, notre méthode des trapèzes, c'est entre chaque pas de subdivision, c'est de prendre une interpolation linéaire, une droite. Et bien,
si on faisait mieux, si on prenait par exemple une parabole entre cette subdivision. Alors comment la trouver cette parabole? Comment la bien prendre? Eh bien on pourrait prendre par exemple une parabole qui passe par ce point aussi milieu. Donc on aurait une parabole qui doit passer par le premier point, celui du milieu et le second. Donc on peut se dire qu'on va faire un peu mieux, on va approcher un peu mieux encore que promenant une droite, on va un peu plus suivre la courbe. Et c'est ce qui va se passer avec cette méthode nouvelle qui s'appellera la méthode de Simpson. La forme qu'elle va prendre, ça va être de considérer à nouveau une somme, S de n, et il y aura toujours le b-a qui est devant, mais on va diviser par 6n, et à l'intérieur, eh bien, vous avez non plus un terme comme avec les rectangles, non plus deux termes avec les trapèzes, mais trois termes, avec des coefficients différents, et intervient là-dedans, non pas simplement k fois b-a sur n et k plus 1 fois b-a sur n, comme c'était le cas pour la méthode des trapèzes, mais un point qui est au milieu entre les deux, là, hein, qui fait 2k plus 1 sur 2, en fait, hein, ça fait k plus 1,5, on aurait pu écrire avec k plus 1,5. Vous avez calculé f dessus. Alors l'idée, hein, je reprends, alors je découpe en 4 zones pour que ce soit encore plus visible, hein. L'idée, c'est donc, par exemple, sur cette zone-là, la deuxième zone, hein, je prends le point moyen, je prends sa valeur qui est ici, et je calcule une parabole qui passe par ce point du bord de la subdivision, le point moyen, et l'autre bord de la subdivision. Comme c'est une parabole, c'est un polynôme de degré 2. Hein. Or, on sait que par ces trois points, il n'y aura qu'un seul polynôme de degré 2 possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interpolation de Lagrange. Alors, il est possible que vous ayez déjà vu ça. Hein, ça dit que quand vous avez des points fixés, x1 plus petit que x2 plus petit que xm, que vous prenez une fonction f qui va de x1, xm dans R, ben, il existe un unique polynôme de degré m-1. Hein, nous, on a 3 points, donc on aura un unique polynôme de degré 2 qui passe par chacun des points, c'est-à-dire tel que p de xi égale f de xi, et ce polynôme, qui s'appellera le polynôme d'interpolation de Lagrange, eh bien, il a cette forme explicite, comme une somme de f de xi, et puis un produit sur un autre produit. Alors, notez quand même ici que ça marche. Alors, pourquoi ça marche? D'ailleurs, ici, c'est, excusez-moi, vous le verrez sur le poly final, hein, c'est un J, et ici, ça devrait être I, et là, J. Hein. Donc là, il y a une petite erreur. Bon, toujours est-il que si vous prenez cette somme, si vous prenez n'importe quel J différent de I, ben, quand vous remplacez X par ça, ben, ça fera 0. Et en fait, la seule somme qui sera, le seul produit qui sera non nul, en haut, ben, ce sera celui calculé, alors, bon, les histoires d'indices sont un peu casse-pieds là, ça sera celui pour calculer pour X égale XJ, et bah voilà, donc il sera renormalisé par le produit du dessous qui lui sera exactement la même chose, donc ça fera 1 et il restera bien que f de xi. Bon, ceci étant dit, maintenant ce qu'on fait dans notre cas, bah, on prend le polynôme d'interpolation hein, sur chaque zone, hein, sur chaque subdivision. Et si on calcule son R, alors vous pourrez le trouver dans le poly, hein, c'est fait en détail, c'est un petit peu lourd à faire, mais en tout cas, vous retombez sur la formule qui vous a été donnée initialement avec cette somme de 3 termes et un b-a sur 6n. Et c'est celle qu'on appelle S de 2n. Et c'est donc finalement la méthode d'approximation de Simpson, c'est comme ça qu'elle s'appellera. Donc ici, pour avoir une précision et un résultat qui est encore d'ailleurs meilleur que les précédents en termes d'approximation, on va demander un peu plus. On va demander à ce que la fonction soit de classe C4, ça veut dire 4 fois dérivable sur AB. On prendra l'écart entre l'intégrale et la somme de Simpson. Eh bien ça, on peut le majorer. Et vous avez au dénominateur un n puissance 4. Et après, ça se paye avec un b-a puissance 5 et un m4
qui est le sup de la dérivée quatrième entre A et B. Si vous calculez explicitement ce que ça vaut dans notre exemple, la dérivée quatrième, vous pouvez l'obtenir, et en fait, un petit calcul nous permet de voir que le sup est obtenu en 0, hein, donc le sup de la dérivée de la valeur absolue de la dérivée quatrième est obtenu en 0, donc ça va être 3 sur racine de 2pi, donc à peu près 1,2, ce qui fait que si vous remplacez, vous obtenez 0,1 sur n puissance 4, l'écart. Et maintenant, si jamais vous voulez calculer i à 2,10-16 près, puisque ça c'est notre limite de résolution, vous ne pouvez pas faire plus fin, eh bien il vous faut 5000 sommes. Donc 5000 sommes, alors sachant quand même qu'il y a 3 termes dans chaque somme, hein, mais ça fait 5000 fois 3, donc 15 000 calculs. Donc ça c'est évidemment immédiat comme calcul, et donc c'est une méthode bien plus puissante que la précédente. On a un ordre de grandeur qui a été divisé par 2, hein, en gros. Hein. Vous avez 1 sur n puissance 4, alors que vous aviez 1 sur n carré pour les trapèzes. Donc on a beaucoup gagné à pouvoir approcher comme ça avec un polynôme de degré 2. Et on pourrait très bien imaginer le même procédé, hein, calculer avec un polynôme de degré 3, 4 ou plus, pour avoir quelque chose d'encore plus précis, d'encore plus rapide pour approcher les intégrales. Et vous pouvez imaginer que ça pourra nous donner des méthodes pour approcher des intégrales dont on connaît la valeur. Par exemple, je vous ai montré au début une intégrale dont la valeur valait pi sur 4. Et bien vous voyez que pi c'est 4i, et si vous êtes capable d'approcher l'intégrale sur 0,1 de racine de 1 moins x2 avec une des méthodes précédentes, vous allez avoir quelque chose d'assez précis. Alors en fait ce que je dis est un peu piégesque parce que la fonction racine de 1 moins x2 elle n'est pas dérivable en 1 en fait. Donc on ne peut pas avoir les résultats précédents. Mais il y a plein d'autres exemples où on peut approcher des réels inconnus à partir d'intégrales, par exemple, et donc utiliser les méthodes de trapèze, de Simpson, pour approcher un nombre. Merci, et on s'arrête là. À bientôt.